Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Je suis particulièrement heureuse d'être ici ce soir au Centro Espagnol, cet exceptionnel centenaire, que je remercie évidemment de m'accueillir. Je connais la longue et émouvante histoire de ce lieu. C'est dire que me retrouver parmi vous, c'est vraiment un plaisir, mais aussi un honneur. Merci aussi à mon ami Francisco, qui est là. C'est mon ami et mon complice, d'une certaine façon, en bien des occasions. Et il est là avec sa guitare. Nous l'écouterons tout à l'heure jouer un morceau particulièrement émouvant et qui chaque fois, personnellement, me bouleverse. Je ne suis pas catalane, mais je vis en pays catalan depuis 27 ans. Et c'est à Perpignan, au lycée Arago, que j'ai terminé ma carrière de professeur de lettres classiques. Et puis la page de l'enseignement tournée, désormais, je consacre une grande partie de mon temps à l'écriture de romans, de nouvelles, d'essais et à différentes activités culturelles, toujours en rapport avec la littérature, bien sûr. Je vous présente donc aujourd'hui mon 10e roman, intitulé Ligne de crête, et qui a été publié par Cap-Vert Éditions il y a déjà 1 an. S'il vous plaît, soyez très indulgents pour ma prononciation, aussi bien en catalan qu'en espagnol. Je lis assez aisément ces 2 langues, grâce au latin, tout simplement. Mais par contre, le parler, franchement, c'est une autre histoire. Donc, je demande votre indulgence. Plusieurs de mes romans s'inscrivent dans une réalité historique, à des époques et dans des lieux, voire dans des pays qui sont différents les uns des autres. Et pour celui-ci, j'ai donc choisi les années 1939-40 et puis celles qui suivent immédiatement en Haut-Conflans et en Haut-Vallespie. Pourquoi? J'ai été frappée par les événements majeurs qui sont survenus en Roussillon durant ces années-là. D'abord, durant l'hiver 39, bien sûr, l'exode massif de près de 500 000 Espagnols et Catalans, civils, combattants, qui fuyaient le franquisme et la guerre civile. Et puis, en septembre de cette même année 39, la déclaration le début de la drôle de guerre, suivie évidemment en juin 40 d'une défaite particulièrement humiliante et d'un début de restriction qui serait très longue. Et puis comme si cela ne suffisait pas, en octobre 40 survient le terrible Aïgat qui a ravagé tout le département. Alors m'intéressant à ce douloureux exode que plus tard les historiens ont appelé la retirade, mon attention a été particulièrement attirée par l'audace, une audace désespérée de ceux qui, au péril de leur vie, ont choisi de franchir les Pyrénées à l'écart des postes de contrôle de Cerbère, du Pertus, de Bourg-Madame et de quelques autres, et qui par milliers ont tenté de passer par l'école de la frontière sauvage, pour reprendre l'expression de l'historien Jacques Saquet. Hélas, et c'était prévisible, beaucoup sont morts. Leur épopée m'a absolument bouleversée, comme m'a émue très profondément l'aide spontanément apportée par des habitants, souvent pauvres, de petits villages dans la montagne, une aide donc spontanée pour ceux qui considéraient comme des frères. Et je pense en particulier au petit village de Py,
dans le Conflent. Mais il y en a eu d'autres. Donc, tel a été pour moi le point de départ. Et puis s'est ajouté très vite, et je dirais d'une façon naturelle, le fait frappant, donc qu'historiquement, en un très court laps de temps finalement, de janvier 39 à octobre 40, les Pyrénées-Orientales ont eu à affronter des malheurs, des guerres, des privations et des désastres naturels. En épigraphe à mon roman, j'ai fait figurer une phrase de l'historien Pierre Villard. L'histoire est faite de ce que les uns voudraient oublier et de ce que les autres ne peuvent oublier. L'île de Crète. Le titre est à prendre d'abord au sens propre, bien sûr, puisque les exilés passent par les crêtes pyrénéennes à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais il est à prendre aussi au sens figuré. Notre vie est devenue un chemin de crête, dit l'un de mes personnages dans le roman. Notre passé, l'Espagne, était en bas, à gauche. Notre avenir, lui aussi, en bas, mais à droite, n'existait pas encore dans une France que nous ne connaissions pas. Et pourtant, où pourtant, aujourd'hui, nous sommes. Alors, quelques précisions d'abord à propos de la composition de ce roman. Comme romancière, j'aime incarner l'histoire avec un grand H à travers des personnages qui l'ont vécu, qu'ils soient de fiction ou qu'ils soient réels. Je l'ai fait dans Les Dames de Polille, Couleur corail, Eleonora, et dans les 2 tomes inspirés de la vie tumultueuse de François de Fossat. Alors chaque fois, j'invente une histoire, j'imagine, mais en tout cas, j'ai constamment le souci de ne pas déformer, de ne pas trahir une vérité historique qui est connue. Alors bien sûr, je rassemble, je lis une documentation très importante. Pour ce livre-là, j'ai utilisé des ouvrages d'historiens, naturellement, sur la retirade, sur les camps de concentration, mais aussi des témoignages, entre autres ceux contenus dans un ouvrage de l'amicale de Mauthausen que Francisco a eu la gentillesse de me prêter. Et pour la Hégate, je me suis plongée dans des documents de spécialistes, je dirais, des articles et des photos d'époque, et puis une nouvelle fois, bien sûr, dans des témoignages, sans oublier la relecture du récit La Crue de Michel Morette. Et je me suis même penchée sur l'industrie sandalière. Alors cette documentation précise dont j'ai besoin, elle permet ensuite à la romancière que je suis de donner libre cours à son imagination et de raconter une histoire. Dans l'île de Crète, le hameau de Pinot, d'Amunt et d'Availle n'existe pas. C'est une invention romanesque, naturellement. Et à quelques exceptions près, tous mes personnages sont de fiction. Mais encore une fois, leur vécu en haut Conflent et en haut Vallespie s'inscrit dans une effroyable réalité historique. Alors j'ai conçu mon roman en 2 parties, plus un épilogue. La première partie, intitulée « Partir », raconte le périlleux voyage d'un groupe de Catalans et d'Espagnols qui partent de Setcaz le 2 février 1939 pour gagner la France, conduit par un guide jusqu'au col de Noucreus à 2700 mètres d'altitude. Et ils sont 10 à atteindre la frontière au col de Noufons à 2600 mètres, avec parmi eux un couple de lianars, Andréou, le catalan, qui est bourrelier dans son village, Nouria, la valencienne, sa femme, et le petit Jordi, leur fils qui n'a que 10 ans. Ils comptent ensuite
descendre par le Camí de Núria pour se diriger tout en bas vers Prats-Balaguer. Alors l'itinéraire, il est précis, très précis même. Et la traversée par la montagne enneigée est épouvantable. Les péripéties sont nombreuses. J'ai voulu vraiment faire en sorte que le lecteur accompagne mes personnages dans la multitude de leurs épreuves. Voici un passage du chapitre 4 de mon livre. Tenant son fils devant lui par les épaules, Andréou sentait ses pieds tantôt s'enfoncer dans la neige molle, tantôt glisser sur de la glace, et il n'avançait qu'avec une extrême prudence. Il avait balancé sur l'épaule son précieux chargement. Derrière lui, Núria s'y accrochait de toutes ses forces pour ne pas perdre l'équilibre, et elle marchait dans ses pas. Les heures passaient. On progressait toujours vers l'ouest, sans un mot, sans une plainte. Apparaissaient parfois des formes insolites, grosses ou petites, rondes ou carrées. C'étaient les bagages que d'autres, avant eux, avaient abandonnés sur place, trop épuisés pour continuer à les porter, seulement soucieux de se maintenir en vie. Sacs, paquets et valises restaient là, coincés, ou se mettaient à rouler dans la pente, vite perdus de vue. Jordi crut s'être trompé en voyant devant lui dépasser le petit bras dodu d'une poupée invisible, pour longtemps recouverte de son blanc linceul. Au fond de sa poche, il tâta son petit joueur de foot, une figurine en résine peinte, à laquelle il tenait beaucoup. Le froid intense en ce début février est évidemment insoutenable. Et quand par miracle, en haut du col de Neufund, les exilés parviennent à allumer un feu, un sentiment commun de fraternité les habite. Eux qui ne se connaissaient pas du tout 3 jours auparavant et qui s'étaient même jusque-là complètement ignorés. Ils se présentent les uns aux autres et ils vivent à ce moment-là des moments d'exception. Parmi eux, l'Aragonais Francisco Abos, un combattant républicain, n'a pas hésité à briser son fusil pour ajouter une bûche dans le feu qui était en train de mourir. Et plus tard, dans la soirée, toujours debout, près du feu éteint, Francisco frissonna. Le froid de la montagne et des souvenirs s'insinuaient en lui. D'autres images remontaient à la surface. L'épouvantable bataille de l'Èbre. Il y était, Francisco. Il y avait cru à cette attaque surprise qui ferait basculer le sort de l'Espagne républicaine. Il fallait tenir, résister. Par les Pyrénées arriveraient des armes, du ravitaillement. La France ne pourrait qu'aider la résistance héroïque au fascisme, menaçant désormais l'Europe entière. Cruelle désillusion. Pour les républicains abandonnés de tous, ce fut l'enfer, dès la nuit de la Saint-Jacques et durant plus de 100 jours, sur l'âpre Sierra, sous la mitraille et les bombardements incessants. Des morts par milliers, des villages écrasés, la montagne brûlée, une terre saccagée. La déroute, son régiment anéanti, la fuite déjà, pour ne pas être fait prisonnier, depuis la colline de la Montera. À Barcelone, la famine, la prise imminente de la ville par les franquistes, fuir encore vers la frontière française. Une fois arrivé en France, le chemin est encore long. Une chute mortelle au niveau du petit étang de l'Estagnol endeuille évidemment le groupe. Et plus tard, ce groupe va se scinder en deux quand Andréou
décide de prolonger une pause pour sa femme Nouria, complètement épuisée, et pour le petit Jordi. Et quand tous trois repartent sous la neige, dans la forêt, ils se perdent. Le bébé naîtra dans la montagne. Je vous laisse découvrir dans quelles conditions et ce qui se passe ensuite dans mon roman. Retrouvons nos exilés au hameau de Pino d'Amunt, dans la maison de Josep et Rosa Rubira, où vit aussi Luis, leur fils de 12 ans, et Maria, Lavia, la grand-mère. Ces Catalans du Haut-Conflent les recueillent. Leur générosité adoucira le sort des malheureux, malgré les réticences, les jalousies des voisins et le risque de dénonciation en un temps où on n'avait pas le droit d'héberger chez soi des réfugiés, que trop souvent d'ailleurs on étiquetait de rouge sanguinaire. Avec Louis, le fils de la maison, le petit Jordi va aller à l'école de Fontpédrouse. Un lecteur m'a écrit que son instituteur fait penser à celui qui a tant compté dans la vie d'Albert Camus. C'est un maître à l'ancienne. Il est généreux, avisé, et il décèle très vite les aptitudes de son jeune élève. Il détecte aussi sa volonté farouche d'apprendre. Et Jordi aura la chance d'avoir un autre instituteur tout aussi attentif au devenir de ses élèves quand il se retrouvera en Haut-Vallespie avec la famille Roubira. Initialement, j'avais l'intention de faire des deux enfants les narrateurs dans mon roman. Mais dès le 3e chapitre, j'ai compris que ce n'était pas du tout une bonne idée. Parce que tout ne peut pas être raconté par des enfants et encore moins analysé. Alors donc j'ai recommencé autrement. Mais ces deux enfants qui vont devenir comme des frères, ce sont des personnages importants tout au long du roman, à travers leur vécu, leurs ressentis, leurs propos, bien sûr. En outre, ils ont à mes yeux une valeur symbolique très forte, car traversant une époque sombre, ils représentent cependant l'avenir, un désir et même une joie de vivre. En somme, ils représentent l'espoir. La première partie s'achève en octobre 1939 sur le départ des Roubira, qui emmènent avec eux Jordi et sa petite sœur, qui est devenue comme leur fille. Leur père a dû fuir seul, menacé à chaque instant d'être arrêté par les autorités. Et la pression se fait de plus en plus forte, surtout à l'approche de la déclaration de guerre en septembre 1939. Les exilés sont devenus pour certains des indésirables. Et résolue à tout faire pour protéger les enfants Marteil, la famille Roubira elle-même décide de gagner le Vallespie, comme l'y a incité Bernat, le frère cadet de Joseph, qui est installé avec sa femme Teresa dans le village d'Utec. Ils ne savent pas, bien sûr, quand ils reviendront. Ils ne savent même pas s'ils reviendront un jour. Mais qu'importe, ils partent. D'abord avec le petit train jaune et ensuite à pied à travers la montagne au début de l'automne. Ce second voyage ouvre la deuxième partie du livre que j'ai intitulé « Vivre, survivre, revivre ». J'ai placé en épigraphe à cette partie-là une phrase de Montaigne que j'aime énormément. « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des fleurs. » Moins éprouvant que celui vécu en février par les réfugiés qui venaient d'Espagne, ce second voyage réserve quelques surprises, parfois heureuses et d'autres fois beaucoup moins.
Ils traversèrent tant de gués, par-dessus torrents et ruisseaux, qu'ils en perdirent le compte. Ils foulèrent les prairies de 2 autres cols. Un renard roux, à la queue touffue, traversa comme une flèche le second, peut-être guetté par l'aigle royal qui planait dans le ciel. Le spectacle, devenu familier, des pics et des crêtes les environnait toujours. Joseph pointa soudain le doigt sur le plat Guillem, histoire de faire mesurer le chemin parcouru. Puis il se tourna à l'opposé, et l'on eut la surprise de découvrir l'arc bleu profond de la Méditerranée et la ligne découpée de la côte. Tout là-bas, Jordi, c'est ton pays, c'est l'Espagne. La Catalogne, dit l'enfant d'une voix pénétrée, immobile, les yeux agrandis. Regardez par ici, reprit Joseph. Voyez-vous le torrent qui coule au fond du ravin? C'est la Coumélade qui traverse le hameau de la Liao, là où nous allons. C'est encore loin, soupira Rosa. Oh, pas tant que ça. Partis du col de Joux, ils étaient partis à pied depuis le col de Joux, ils étaient passés par la cabane de Mariaille et le plat Guillem, et ils descendent donc ensuite en haut Vallespie par le col Bachou, le balcon qui est au-dessus de la Coumélade. Leur objectif, c'est donc le hameau de la Liao, où ils ont rendez-vous avec Teresa, la belle-sœur de Joseph, car Bernat, son mari, lui, il est parti à la guerre. C'est là qu'ils vont loger, dans une maison héritée de ses parents par Teresa. Le mauvais temps, plus un accident dont est victime le jeune Louis, complique évidemment beaucoup les choses. Une voisine leur ouvre la maison et Teresa, à cause de la tempête, n'arrive que le lendemain. C'est une femme à la fois timide, réservée et extrêmement généreuse. Alors peu à peu, la vie des Rubira et des enfants Marteil s'organise. Pourtant, Rosa, qui est habituée à travailler très dur dans la ferme de Pinault, elle se sent presque désœuvrée. Et du coup, grâce à Teresa, elle sera engagée à l'usine d'espadrilles du Tech, une usine qui a réellement existé. Louisa, je te présente Rosa, dit le contremaître. Tu vas lui montrer le bobinage, l'ourdissage et lui expliquer comment faire. Il paraît qu'elle a des doigts de fée. Elle devrait vite apprendre. Oh, mais vas-y quand même doucement, hein, ne va pas l'affoler. Dans l'impressionnante salle, tout en longueur, s'alignaient des rangées de grosses bobines enfilées sur des broches horizontales. Les mains agiles de plusieurs ouvrières s'activaient à organiser les fils, travail minutieux qui préparait la suite. La machine tournait en ronflant et les bobines dévidaient sur le large tambour de l'ourdissoir les fils de chaîne impeccablement tendus qui allaient croiser les fils de trame enroulés sur des bobines plus petites montées à l'arrière des métiers à tisser. La toile à espadrilles naissait ainsi peu à peu. Fascinée, Rosa la regardait se dérouler. De son côté, Joseph s'occupe de la propriété de son frère et de sa belle-sœur, qui est beaucoup plus importante que ce qu'il imaginait. Et Teresa, qui n'a pas d'enfant, accueille très souvent chez elle, avec le plus grand plaisir, les 3 petits. D'autant que malheureusement, elle a très peu de nouvelles de son mari à la guerre et qu'il lui faut attendre d'avoir des nouvelles et qu'il est seulement venu au mois de décembre pour une très courte permission et qu'ensuite elle reste longtemps sans savoir ce qui lui arrive ni où il est. La défaite et ses lourdes conséquences à partir du mois de mai 40 rendent évidemment la vie encore plus difficile. Mais chacun y met du sien.
Et puis arrive la triste nouvelle que Bernat est prisonnier des Allemands. Seulement, il faudra attendre encore très longtemps avant d'apprendre qu'il est à 2000 km en Poméranie. Et puis le 17 octobre 40 survient le terrible Aigat, cette catastrophe qui est restée dans la mémoire de tous les Catalans. Josep et sa femme sont à l'Aliao. Le hameau se retrouve complètement coupé du monde. Ce jour-là, qui est un jeudi, les enfants sont au Tec, chez Teresa, leur tieta, leur tantine, qui heureusement habite en hauteur sur la rive gauche de la Coumélade. Et sur la rive droite, toute la partie basse du village, ou presque, va disparaître. Un roulement sourd couvrit les violents coups de tonnerre qui pourtant s'étaient remis à éclater sur les montagnes et dans la vallée. Des éclairs striaient le ciel. Alors se dressa dans le lit de la Coumélade une énorme vague, véritable muraille d'eau qui s'avança, entraînant tout sur son passage. En quelques instants, sous les yeux terrifiés de Teresa, Jordi, Luis, mais aussi ceux des habitants des maisons voisines attirés à leurs fenêtres par le bruit monstrueux, la haute bâtisse blanche de la mairie-école fut emportée. Elle se disloqua en plusieurs morceaux, aussitôt engloutie dans les flots noirs. Les hurlements d'effroi d'une femme, Madame Guisset, Madame Vial, déchirèrent la nuit et il ne resta plus rien. Oubliant le danger, Teresa ouvrit la fenêtre et se pencha, tandis que, pétrifiés, les garçons ne bougeaient pas. Inquiet pour sa famille, et malgré le danger, le 18 octobre, Josep décide de gagner le Tec, en grimpant par des sentiers abrupts, côté rive gauche de la Coumélade. Il veut aller jusqu'au col de la Roua pour redescendre ensuite au village. Et depuis la pente boueuse, il voit le désastre. Les bas quartiers submergés, la mairie-école, l'église, le moulin, l'usine d'espadrilles, complètement disparue. L'épisode est loin d'être terminé. La nuit suivante, tout un pan de la montagne de Cabres s'effondre dans le cours du Tec, qui se retrouve ainsi barré. Un lac se forme, puis il déborde. Le fleuve passe par-dessus, entraînant une énorme masse d'alluvions qui s'engouffre dans les gorges de l'Abéanouse pour s'étaler ensuite sur plus de 150 mètres et progresser vers ce qui reste du bas du village du Tec. Au soir du samedi 19, l'Aigat est presque fini. Josep retourne à l'Aliao pour retrouver sa femme. Le Tec, comme l'Aliao, sont totalement isolés, sans électricité. Et les problèmes de ravitaillement vont évidemment très vite se poser. La solidarité ancestrale va jouer à plein et les traginers, ces muletiers transporteurs d'autrefois dans les Pyrénées catalanes, vont reprendre du service à travers les sentiers de montagne. Les habitants se retroussent les manches. Mes personnages sont évidemment partie prenante et les difficultés sont innombrables. Les enfants du village aident dans la mesure de leurs possibilités, mais les enfants restaient des enfants et le paysage tout neuf qu'ils avaient sous les yeux les surprenait autant que leurs parents. Ils n'y voyaient pas forcément un spectacle de désolation. Pour eux, il prenait parfois les allures d'un fantastique terrain de jeu. Car l'incroyable étendue d'alluvions abandonnées par le Tec composait un étrange sol lunaire. Dans les claires ondulations de ce désert, le fleuve avait dessiné d'harmonieuses tresses. Glisser, bondir, se poursuivre, sauter, s'éclabousser en poussant des hurlements de joie, tels étaient devenus les plaisirs innocents des gamins du village
qui surmontaient à leur façon le traumatisme de l'Aïgat. Le fleuve retrouverait plus tard le tracé sage et habituel de son lit, mais durant quelques semaines, il aurait donné l'impression de muser à sa guise, après son formidable déchaînement, et à coup sûr, il invitait à venir le rejoindre. Il fallait savoir lâcher la bride à des filles et des garçons encore sous le choc d'un événement majeur qui marquerait à jamais leur enfance. La famille Roubira quitte la Liao et va s'installer au Tech, chez Teresa. Et là, Paco, un ancien très pointeur, c'est le nom de l'ouvrier qui coud la semelle au tissu des espadrilles, Paco, donc, il propose à Rosa de s'associer avec lui pour fabriquer et vendre des espadrilles faites à la main. La vie reste très difficile, mais elle reprend ses droits avec des gens courageux. Janvier 41 est très neigeux et froid. La voie de la collaboration, comme on disait alors, a été choisie par Pétain. Malgré la pénurie, Teresa envoie des colis aux prisonniers jusqu'au jour où cet envoi est suspendu pour plusieurs semaines, ce qui la désespère complètement. Mais dans sa maison, la petite Anna Mireia, plus que jamais, incarne la joie de vivre et elle fait fondre tout le monde. Il n'y a plus d'école. Aussi, Teresa se met-elle en tête de faire travailler Jordi, afin que, comme l'avait proposé son instituteur, il prépare l'examen des bourses et aussi l'examen d'entrée en 6e qui pourrait lui permettre d'entrer au collège Arago à Perpignan. Ce regard tourné vers l'avenir du petit Catalan de Lianars achève la seconde partie du roman avant l'épilogue, que je ne vous raconterai pas, parce que ça serait quand même dommage que vous sachiez tout à l'avance. Ce n'est pas un happy end. Dans le contexte historique tel que nous le connaissons, ça n'était pas possible. Je voudrais d'ailleurs préciser que dans le cours de mon roman, un de mes personnages est envoyé par les Allemands au camp de concentration de Mauthausen, et quand par miracle il en revient, il n'arrive pas à raconter ce qu'il a vécu, ou alors seulement par bribes. Et nous savons que ce fut le cas de beaucoup de rescapés des camps de concentration. Je vais vous lire pour finir le court passage que j'ai écrit sur l'escalier de la mort. Le père de Francisco Ortiz fut précisément un rescapé du sinistre camp de Mauthausen, et à la suite de ma lecture, il nous offrira le morceau magnifique que ce terrible escalier lui a inspiré. Son sommeil était traversé de cauchemars récurrents. Il se dressait sur sa couche, hagard, en sueur. Cet escalier, balbutiait-il, je le vois rouge de sang. Quel escalier, lui demandait-on doucement. Les autres fois, il ne répondait pas. Mais cette nuit-là, il s'allongea de nouveau les yeux au plafond et il raconta. On l'appelait l'escalier de la mort. Chaque matin, on le descendait pour aller travailler dans la carrière. Les moins habiles à extraire le granit devaient remonter les 186 marches irrégulières en portant des blocs qui pesaient au moins 50 kilos. On les gravissait à la file sous les hurlements et les bastonnades des gardes. Celui qui perdait la cadence imposée était expédié en bas d'un violent coup de pied et sa chute entraînait ceux qui suivaient. Celui qui perdait sa charge et parvenait en haut sans elle était conduit au mur des parachutistes et précipité dans le vide par des gardes hilars. À peine arrivé,
Nous devions vite redescendre chercher d'autres pierres pour différents chantiers du camp. Le soir, épuisés, les survivants remontaient en portant les cadavres de camarades. « Tu as fait ça ?» ?»« Oui, je l'ai fait. » Francisco, s'il te plaît.